Enchanté. Alors, je peux déjà te dire que ce qui va suivre, ça va pas plaire à tout le monde. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'investissement dans les crypto-monnaies. Vous êtes très nombreux à vous intéresser à ce sujet et à vouloir savoir si j'ai des cryptos sur mes différents portefeuilles. Et dans le groupe de ceux qui s'y intéressent de près, il y a deux camps. Ceux qui sont déjà propriétaires de crypto et qui sont généralement très heureux, et ceux qui ne le sont pas encore et qui aimeraient bien rejoindre la fête pour espérer pouvoir à terme profiter de l'énorme gâteau. Parce que si tu n'es pas encore au courant des performances des différentes cryptos, je peux déjà te dire que ça va bien au-delà de ce que peut t'offrir ton livret A. On n'a qu'à jeter un œil au cours de la plus connue de toutes et qui est le Bitcoin pour comprendre l'histoire. Écoute ça. En 2012, un Bitcoin t'aurait coûté un peu moins de 10 $. Aujourd'hui, il te faudra casser la tirelire et sortir plus de 55 000 $ pour t'en offrir un. C'est-à-dire, juste pour réaliser le truc, si tu avais investi à l'époque l'équivalent de 10 000 $, tu aurais aujourd'hui sur ton compte plus de 55 millions de dollars. Alors là, moi je dis bravo. Et c'est pour ça qu'avant de continuer, je voudrais féliciter tous ceux qui ont investi dans le Bitcoin avant le pic de 2017. Et si c'est ton cas, laisse-moi un commentaire pour partager avec moi tes retours qui sont sûrement extraordinaires. Et pourquoi pas nous donner des anecdotes si tu en as, car on a tous entendu ces histoires de crypto-investisseurs qui avaient des milliers de Bitcoins sur un disque dur qu'ils ont parfois jeté ou perdu. C'est toujours des histoires très amusantes à entendre, mais honnêtement, c'est une expérience que je souhaite à personne. Alors, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de partager avec toi mon avis sur les investissements dans la crypto et de te donner mon point de vue sur ce type d'actifs. On va faire un tour d'horizon rapide sur le sujet. Je vais te dire si j'ai des cryptos dans mon portefeuille ou si je compte en acheter. Et je vais également partager avec toi mon approche sur ce type d'actifs qui va, je l'espère, te permettre aussi de mieux comprendre comment aborder le reste de tes investissements boursiers afin de minimiser ta part de risque et maximiser tes résultats. Et tout ça, on va essayer de le faire en 2 minutes. Et honnêtement, j'y crois pas une seconde. Mais avant de lancer le chrono juste pour le fun, et tant qu'on est encore amis, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse un bon éclatage de likes. Ça met dans l'ambiance et c'est bon pour la chaîne. Je compte sur toi. Bon, on est parti. Top chrono. Alors, quoi de mieux pour commencer que de voir ensemble ce que sont réellement les crypto-monnaies? Eh bien, comme nous l'expliquent nos amis de Café Bourse, ce sont des monnaies virtuelles ou numériques qui n'ont aucun support physique. Ni pièces, ni billets et qui ne permettent pas les paiements par chèque, par carte bancaire. Bon, jusque-là on y va. Le reste est un peu plus intéressant. Ce sont des monnaies alternatives qui n'ont de cours légal dans aucun pays du globe. Leur valeur n'est pas indexée sur le cours de l'or, ni sur celle des devises classiques. Et elles ne sont pas non plus régulées par un organe central ou des institutions financières. Et il n'y a pas de banque centrale à leur tête. Alors comment te dire ? À ce stade, ceux qui sont plutôt frileux et qui cherchent à investir leur argent durement gagné dans des placements stables et sans risque peuvent déjà considérer que la crypto ne remplit pas vraiment leurs critères de sélection. Mais ce qui suit devrait te permettre de regagner un peu de confiance, puisque la sécurité et la transparence sont les principaux atouts des cryptos, car la cryptographie sécurise les transactions qui sont toutes vérifiées et enregistrées dans un domaine public, assurant tout à la fois confidentialité et authenticité grâce à la technologie blockchain. Bon, tout ça c'est bien gentil, mais ça reste du jargon technique, qui nous apporte sûrement des éléments qui sont censés nous éclairer sur la conception et la fabrication de ces devises numériques, mais je dois t'avouer que personnellement, ça me dépasse un peu. Et honnêtement, ce qui m'intéresse en tant qu'investisseur, c'est principalement de savoir dans quoi je vais mettre mon argent. Car même si jusqu'à présent les retours des cryptos sont extraordinaires, il faut toujours garder en tête que les performances passées d'un actif ne déterminent en rien ses performances futures. Et afin de se faire une idée plus précise sur ce type d'actif, ce que je te propose, c'est de découvrir ensemble le point de vue d'une personne qui en sait probablement bien plus que toi et moi réunis sur l'économie et sur le fonctionnement de la politique monétaire. En jetant un œil à une interview de BFM TV qui a été diffusée début février, où leur invité n'était ni plus ni moins que Madame Christine Lagarde.
Et pour ceux qui ne la connaissent pas encore, cette dame a été en 2011 la première femme directrice du FMI, le Fonds monétaire international. Et actuellement, elle occupe les fonctions de la présidente de la BCE, la Banque centrale européenne. Et honnêtement, tu es libre de penser ce que tu veux à son sujet. Mais vu ses fonctions, ça vaut la peine de prendre 2 minutes pour écouter ce qu'elle a à dire. Et si ça t'intéresse, tu trouveras le lien de l'interview au complet dans le premier commentaire de la liste, qui s'appelle aussi le pin comment, ou le commentaire épinglé. Bon. Assez parlé. Allez, on y va, on regarde ça, et on discute après. Oui, la montée en puissance qu'on appelle les crypto-monnaies est un phénomène très spectaculaire depuis plusieurs années maintenant. Ça s'est évidemment accéléré ces derniers mois. On estime qu'il y a à peu près 1000 milliards d'euros de transactions qui se sont faits à partir de ces crypto-monnaies. Alors il y en a beaucoup. On connaît en particulier le Bitcoin qui, à lui seul, représente à peu près 200 milliards d'euros. Alors, résumé très simplement, la crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique qui s'échange de gré à gré sur la base d'algorithmes et selon des plateformes qui sont cryptées. Et encore une fois, ça se développe de manière très spectaculaire. Alors, est-ce que pour vous, ces crypto-monnaies, c'est une chance, c'est un danger? C'est un danger pour l'économie mondiale, c'est un danger pour son système financier, c'est un danger pour les grandes monnaies, y compris le... La réponse, on va pas faire plaisir. D'abord, je dirais que c'est pas une monnaie. Les crypto-actifs, c'est pas des monnaies. Un jour, vous achetez un bitcoin, vous le payez 3500 €. Vous le rachetez 6 mois plus tard, vous le payez 38 000 €. Il est à 33 000 € Donc, en gros aujourd'hui. voilà, c'est près de ça. son seuil. Bon, aujourd'hui, il a plus de 58 000. Il est redescendu à 33 000. 58 000 $. Il va peut-être redescendre et puis peut-être remonter aussi. Donc, de ce point de vue-là, c'est un actif hautement spéculatif sur lequel s'enrichissent ou s'appauvrissent les uns et les autres. Mais pour moi, c'est pas une monnaie. Du tout. Du tout, du tout. Il y en a un certain nombre d'autres, du type Ethereum, etc., etc. Là où on peut plus parler de monnaie, c'est quelque chose comme Diem, qu'on appelait autrefois Libra, qui est la tentative par Facebook de mettre en place un élément d'échange, appelons ça comme ça, qui s'appelait Libra, qui s'appellera Diem demain, et qui s'échangerait pour $1 ou 1 euro. Alors 1 euro, non, parce que nous, on Stablecoins. Stablecoins. $1 peut-être, après tout. Donc ça s'apparente un peu plus à de la monnaie, mais pas tout à fait, parce qu'il n'y a pas une seule banque centrale pour garantir ces volumes qui seraient investis dans ce type d'éléments. C'est un peu le problème. En revanche, la différence fondamentale, c'est que pour Libra, par exemple, vous êtes d'accord, alors que la crypto-monnaie qui se développe sur la blockchain avec ce qu'on appelle un open data, chacun peut faire ce qu'il souhaite, c'est hors de contrôle. Est-ce que c'est pas ça qui pose un problème aux banques centrales? Rien ne me pose problème. Ce qu'il faut simplement, c'est que les consommateurs ne soient jamais spoliés et qu'ils soient parfaitement informés de la nature du risque qu'ils prennent. S'ils achètent un bitcoin ou autre élément de la même famille, c'est un actif spéculatif. Il faut qu'ils sachent qu'ils prennent un risque de spéculation majeure et de variation considérable de la valeur de l'actif en question. La volatilité. Que c'est en général ces éléments-là qui sont utilisés pour le financement d'un certain nombre de commerces qui se passent sur le dark web et sur lesquels, franchement, je ne pense pas que ni vous, ni vous... Voilà, honnêtement, c'est limite cliché. Et puis là... Donc ça veut dire qu'il faudrait interdire ces crypto-actifs, les réglementer davantage? Quelle est la solution? Moi, je pense, si vous voulez, ce que je pense, c'est que, et c'est une réflexion qu'on engage au sein de la Banque centrale européenne avec l'ensemble du Conseil des gouverneurs et les banques centrales nationales qui en font partie, il faut impérativement que si une activité est conduite par un acteur privé, cette activité, si elle s'apparente à de la monnaie, entre guillemets, elle soit soumise exactement aux mêmes règles, exactement aux mêmes ratios, exactement aux mêmes mécanismes de supervision. C'est le principe, même business, même supervision, même régulation. C'est comme ça qu'on a essayé à peu près de sortir de la crise de 2008. Mais, troisième élément, parce que là on a parlé de deux familles, les cryptos et puis les stablecoins, pour faire simple. Il y a une troisième catégorie. Ce sont les monnaies digitales banque centrale. Voilà. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ceux qui nous regardent, un euro numérique? Pour ceux qui nous regardent, c'est un peu comme si... c'est la même valeur qu'un billet de banque. C'est-à-dire que vous avez un billet de 20 €, et bien vous pouvez très bien avoir 20 € sous forme numérique et que vous pouvez faire circuler entre votre banque, les commerçants, etc. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Enfin, pardon de la naïveté de ma question, mais y a pas tort, lorsque je paie avec ça,
je vois pas Absolument. mon billet. Bah, ça dépend qui est votre... Je vais le garder pour moi. C'est bon, Bah, c'est déjà suis- dématérialisé. Quoi. Mais je ne suis pas sûr que... Alors, tu l'auras compris, Madame Lagarde n'est pas vraiment fan de crypto-monnaie. Et tu es tout à fait en droit de penser que sa prise de position a pour seul et unique but de protéger son épicerie. Car forcément, lorsque tu es présidente de la BCE et anciennement directrice du FMI, la montée en puissance de monnaies alternatives non régulées, ça ne joue pas vraiment en ta faveur. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est que le sujet est plutôt sensible. Les avis de chacun sur les chances qu'un jour la crypto puisse prendre le dessus sur les devises traditionnelles sont souvent bien arrêtés et souvent très passionnés. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le but n'est pas d'ouvrir le débat. Ce qui nous intéresse et ce qui m'intéresse personnellement sur le sujet, c'est uniquement de savoir si à ce stade, investir dans ce type d'actifs est une bonne idée. Et ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les cryptos rentrent dans la catégorie des non-productive assets, ou des actifs non productifs en français, qui sont, comme toutes les autres matières premières, comme l'or ou le pétrole par exemple, des actifs qui ne produisent rien. Et par conséquent, l'augmentation de leur prix ne dépend que de ce qu'une personne est prête à payer pour racheter ce qu'un autre possède déjà. Tout simplement parce que le nouvel acheteur est plus excité que le précédent de faire l'acquisition de l'actif en question en espérant pouvoir le revendre encore plus cher à une personne suivante. Bon, j'espère avoir été clair. Ça, c'est dans les grandes lignes ce qui fait monter le prix des non-productive assets. Mais dans l'autre camp, tu as leur contraire qui sont les productive assets, comme les actions, qui sont elles une part d'un réel business qui produit de réelles richesses. Ce business génère des revenus par la vente de produits ou de services et qui au final pourra même donner droit, dans le meilleur des cas, à des bénéfices. Et ces résultats sont une source d'information très importante pour les investisseurs, car il permet de juger de la juste valeur du prix de l'action, d'estimer le potentiel de croissance du business pour les années à venir et même de prévoir les futurs résultats. Et si le prix d'une action est parfois surévalué par rapport aux résultats de l'entreprise, la croissance à venir aura pour effet de lisser cette différence de prix. Ce qui n'est absolument pas possible avec les actifs non productifs, puisque comme je te l'ai expliqué, ils ne produisent aucune richesse. Alors, dis-toi que je n'ai absolument rien contre les cryptos, et je suis d'ailleurs personnellement convaincu que dans un futur proche, les espèces auront totalement disparu de notre quotidien au profit de paiements 100% digitaux. Mais ce qui me gêne dans ce type d'investissement, c'est de mettre mon argent dans cette catégorie d'actifs non productifs, et ça, pour la raison que je viens d'expliquer. Car ce phénomène d'euphorie spéculative autour d'un produit quel qu'il soit, basé simplement sur une population d'investisseurs qui achètent un asset qui ne produit rien en espérant le revendre encore plus cher, est un phénomène absolument fabuleux qui aura pour conséquence d'enrichir les premiers arrivés à la fête, mais totalement dévastateur pour tous ceux qui se seront lancés à la fin du cycle. Et l'histoire nous apprend que ce phénomène n'est pas nouveau. Il existe depuis toujours. Au XVIIe siècle, aux Pays-Bas, il y a eu le plus célèbre des épisodes spéculatifs de l'histoire, avec la Tulip Mania, où certains en sont arrivés à vendre leur propre maison pour acheter des bulbes de tulipes après que leur cours se soit littéralement envolé. Malheureusement, ce type de cycle ne dure jamais très longtemps et finissent tôt ou tard par s'essouffler. Mais une chose est sûre, c'est que spéculer dans la nature de l'homme. Si les gens pensent avoir la certitude de pouvoir s'enrichir rapidement, car d'autres l'ont déjà fait avant eux, le plus souvent, ils se lancent sans vraiment réfléchir. Et le plus triste, c'est que généralement, ce sont les moins éduqués qui arrivent en fin de cycle, juste avant que la tendance s'inverse. Alors, tu l'auras compris, personnellement, j'ai pas de crypto et je n'ai pas pour projet d'en acheter. Je passe peut-être à côté d'une très belle opportunité, car à ce stade, un bitcoin pourrait très bien encore doubler de valeur pour atteindre, pourquoi pas, les 100 000 $. Mais en tant qu'investisseur, je suis convaincu qu'il est toujours préférable de suivre sa stratégie et sa ligne de conduite. Et la mienne, c'est d'investir dans des business sur du long terme et de ne pas toucher aux différentes matières premières, qu'elles soient agricoles, énergétiques ou même digitales, comme les cryptos. Par contre, comme je te l'ai dit, je suis totalement convaincu d'une totale et rapide digitalisation des moyens de paiement. Cette crise sanitaire, d'ailleurs, est en train de pousser dans ce sens. Payer avec son téléphone, sa montre ou tout autre support électronique est bien plus hygiénique et plus pratique que les espèces. Et t'imagines bien que ça fera aussi l'affaire de tous les politiques, car ça mettra aussi forcément un sérieux frein à toutes les économies parallèles. Bon, tu me diras, c'est pas pour autant que ça va arrêter les échanges de crypto-monnaies
sur le dark web. Non, c'est bon, détends-toi, je suis pas sérieux, c'est juste pour faire un clin d'œil au cliché de Christine Lagarde. Alors, plus sérieusement, si tu cherches à investir dans des business en rapport avec la digitalisation des moyens de paiement, tu as des actions comme Square et PayPal qui sont plus ou moins les leaders dans le domaine et qui ont en plus une implication de plus en plus importante dans la crypto. Facebook, bien évidemment, avec son stablecoin, Diem, qui devrait être lancé très bientôt. Tu as aussi Apple qui vient forcément à l'esprit avec son Apple Pay, que personnellement, j'utilise de plus en plus. Et sans oublier Visa, Mastercard et American Express qui sont aujourd'hui les leaders incontestés des moyens de paiement puisqu'ils comptabilisent plus d'1 milliard de transactions journalières à travers le monde. Et bien voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de partir, laisse-moi un commentaire et donne-moi ton avis sur le sujet. Sur les bitcoins, les Ethereum, les non-productive assets, les productive assets, les Diem, Libra, je veux tout savoir. N'oublie surtout pas de liker si tu as apprécié cette vidéo, de la partager si tu penses qu'elle peut être utile à un proche et de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait, car je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite, très vite. En attendant, prends bien soin de toi.